Salut à tous, c'est Mash. Comme je vous l'avais promis il y a quelques temps déjà, on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau d'un grand sujet, les histoires de Disney. Pour commencer cet épisode, on va parler de deux théories sur un Disney pas si vieux que ça, étant donné qu'on va parler de la Reine des Neiges. Cette théorie commence lors d'une interview du pasteur Kevin Swanson dans l'émission radio Religious Right. Selon lui, le film fait l'apologie de l'homosexualité, et toujours selon lui, dans le film, Elsa fait son coming out lorsqu'elle révèle ses pouvoirs magiques, et lorsqu'elle chante « Libérée, délivrée », en fait elle décide d'accepter sa différence. Cette théorie expliquerait pourquoi Elsa finit son roi, et de plus il aurait été possible de venir appuyer la théorie disant que ce film parle d'homosexualité, en pointant d'autres passages du film, tels que le passage où Hawken, le marchand qui tient à Sona, dit bonjour à sa famille, et que l'on se rend compte que sa famille est composée d'un autre homme et d'enfants. Et pour être franc, cette théorie me plaît bien parce que j'aimerais croire que Disney change ses classiques habituels. Le problème, c'est que c'est difficile de la prendre au sérieux lorsqu'on sait qu'à la base la théorie vient de Kevin Swanson, alors qu'il a même pas vu le film et qu'en plus, selon lui, Disney a été racheté par Satan. Maintenant, on va parler d'une autre théorie qui a fait pas mal de bruit elle aussi. Si vous ne vous en rappelez plus, les parents de Anna et Elsa sont morts en mer, et quelques fans se sont posé la question où pouvait bien aller le bateau sur lequel ils avaient embarqué. Et c'est de cette question qu'est née la théorie disant que les parents d'Anna et Elsa n'étaient pas morts en mer, mais auraient échoué et se seraient retrouvés dans la jungle à trois. Les deux parents et leur fils mis au monde sur le bateau. De là, ils auraient construit une cabane et se seraient fait tuer par un léopard. L'enfant, quant à lui, aurait été adopté par les singes et serait devenu Tarzan. Là, vous vous dites peut-être que ça va loin, mais le truc, c'est que c'est pas fini. Un point important a aidé à crédibiliser cette théorie. Et ce point important, c'est Chris Buck, le co-réalisateur de La Reine des Neiges et de Tarzan, qui, lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, a justement eu la question demandant où se dirigeait le bateau des parents. Et il a répondu exactement ce que je viens de vous dire, et a donc laissé sous-entendre que Tarzan était bien le frère de Anna et Elsa. Le problème, c'est qu'à mes yeux, cette théorie tient pas la route, car dans le film Tarzan, on peut voir une photo des deux parents et de Tarzan. Et ça m'étonnerait qu'un photographe avec tout son matériel d'époque se trouvait sur le bateau. Et de plus, l'époque dans laquelle se déroule Tarzan n'a pas l'air de coïncider avec celle de La Reine des Neiges, où les portraits sont peints et non photographiés, et où on semble se trouver dans une époque bien plus éloignée. Je pense plutôt que cette théorie plaît beaucoup à Chris Buck et que c'est pour ça qu'il en a parlé, mais qu'il sait pertinemment que c'est techniquement pas possible. Et que c'est pour cette raison qu'il a précisé après que tout cela se passait uniquement dans sa tête. Bien, passons maintenant à ce que personnellement je préfère le plus, les véritables histoires des contes Disney. Et commençons avec celle de Pinocchio. Dans le Disney, Pinocchio est un pantin de bois qui prend vie et désire devenir un vrai petit garçon. Il rencontre quelques embûches, mais finit toujours par s'en sortir avec l'aide de Jiminy Cricket, un grillon qui parle et qui représente sa conscience. Lorsque Pinocchio ment, son nez s'allonge, et à la fin du film, son souhait finit par s'exaucer et Pinocchio devient un vrai petit garçon. Par contre, si on se penche sur l'histoire originelle écrite par Carlo Collodi, on se rend compte que le message n'est tout de suite pas le même. Et si j'en crois certains sites, la fin est même très différente. Car en faisant mes recherches, je suis tombé très souvent sur des sites disant que Pinocchio était un petit enfant arrogant et méchant, et qui finissait pendu et que l'histoire se terminait comme ça. Alors, je dis pas qu'ils ont tort et qu'une édition finit peut-être réellement comme ça. Mais sur aucun de ces sites j'ai pu voir de source, et il m'a été impossible de trouver une édition se finissant comme ça. J'ai donc pris sur moi et j'ai décidé de lire la traduction de l'histoire de Collodi, qui pourtant donnait une fin bien plus proche du Disney que certains sites laissaient croire. Je vais donc vous résumer tout ça et plus particulièrement la première moitié de l'histoire. Et sans rentrer dans les détails car ça prendrait beaucoup trop de temps. Geppetto taille dans un morceau de bois qui parle un pantin qui prend vie et qu'il nomme Pinocchio. Pinocchio fait la connaissance d'un grillon qui parle et décide de le tuer d'un coup de marteau car il lui faisait la morale. Après ça, Pinocchio reçoit un abécédaire de la part de Geppetto et décide de le revendre pour aller au spectacle de marionnettes où il se fait capturer par Manchefeu qui décide d'utiliser le pantin pour cuire son repas mais changea d'avis et donna 5 pièces d'or à Pinocchio pour Geppetto.
Pinocchio décida donc de rentrer donner l'argent à son père, mais changea d'avis et préféra les planter dans un champ soi-disant sacré, sous les conseils d'un renard et d'un chat croisés en cours de route. Avant même d'arriver au champ, il tomba sur des assassins qui le pendirent à un chêne et contrairement à ce que beaucoup d'articles le disent, non, ce n'est pas la fin. Car il ne meurt pas en effet, il continue à faire des bêtises et finit même en prison. Mais au final, il devient quand même un vrai petit garçon sage. Ce qui par contre reste très différent d'un conte à l'autre, c'est le message derrière l'œuvre. Collodi essaye de faire comprendre que le monde est rempli d'hypocrites et que les enfants sont tous mauvais de nature, et que s'ils ne veulent pas finir en prison ou dans un hospice, ils doivent s'abandonner à leurs parents et faire exactement ce qu'on leur dit. Alors que Disney rattrape le coup en rendant Pinocchio gentil mais naïf, car il manque d'expérience et fait comprendre aux enfants qu'il ne faut jamais mentir, en faisant d'un passage anodin qu'est le nez de Pinocchio qui s'allonge lorsqu'il ment, un élément central du film. Et tente aussi de faire comprendre aux enfants qu'il faut se méfier des inconnus et écouter ce que les gens bien intentionnés ont à nous apprendre. Continuons à parler des œuvres originales dont Disney s'est inspiré pour faire leurs films, mais changeons de héros. Et pour ce faire, allons donc sous l'océan. La petite sirène est connue pour son conte Disney, dans lequel Ariel, une sirène fascinée par le monde des hommes et souhaitant avoir des jambes, sauve un prince de la noyade lors d'une tempête et en tombe amoureuse. Pour pouvoir retrouver le prince, elle décida de passer un pacte avec Ursula, une sorcière aux tentacules de pieuvre, et échangea sa voix contre une paire de jambes avec la condition de devoir réussir à embrasser le prince dans les 3 prochains jours, ou sinon elle redeviendrait sirène, et par la même occasion l'esclave d'Ursula. Voyant que Ariel se rapprochait de plus en plus du prince, Ursula décida de mettre des bâtons dans les roues d'Ariel et d'envoûter le prince avec la voix d'Ariel. Heureusement, le prince finit par se rendre compte de ce qu'il se passait grâce à l'aide des amis d'Ariel, et combattit Ursula. Le film, quant à lui, finit par le mariage du prince et de Ariel. Tout d'abord, je sais que j'ai pas parlé de plusieurs passages importants dans le film, et que j'ai fait un très gros résumé. Mais si j'ai omis certains points, c'est parce qu'ils ne seront pas importants pour vous comprendre la différence entre l'histoire originale et celle de Disney. Pour commencer, l'histoire originale commence sensiblement de la même manière. Mais contrairement au Disney, lorsqu'Ariel sauve le prince, une autre femme, que nous allons ici appeler Gisèle pour faciliter la compréhension, entre en scène et force Ariel à s'éclipser. Ce qui fait que le prince est persuadé d'avoir été sauvé par Gisèle. Plus tard dans l'histoire, Ariel fit plus ou moins le même pacte que dans le Disney. Sauf que cette fois-ci ce n'est pas en échange de sa voix qu'elle eut des jambes, mais en échange de sa langue. Et en plus d'avoir la langue coupée, l'ingestion de la potion lui procura une douleur atroce. Et chaque pas qu'elle fera, la fera souffrir de manière telle qu'elle aura l'impression de constamment marcher sur des couteaux de cuisine. Après ça, elle apprit que si elle échoue et que le prince épouse une autre femme, elle se dissoudra dans l'eau pour se transformer en écume. Elle échoua sur la plage et fut recueillie par le prince qui tomba amoureux d'elle. Mais malheureusement, il fut forcé de se marier avec la fille du souverain du royaume voisin. Au début, il refusa, mais finit par accepter lorsqu'il se rendit compte que cette fille en question était Gisèle. De là, les sœurs d'Ariel lui donnèrent un couteau magique qui, s'il transperçait le cœur du prince, rendrait la condition de sirène à Ariel et l'empêcherait de mourir. Mais elle refusa et se transforma en écume à l'aube. Le seul bon côté dans cette histoire vient du fait que pour sa bonne action, elle rejoignit les filles de l'air et reçut une âme. Pour finir cet épisode, nous allons aborder un sujet très court et parler de l'explication d'un conte. Je suis sûr et certain que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà de quoi je vais parler maintenant. Mais pour les quelques personnes qui n'auraient pas encore compris le message ou qui auraient tout simplement jamais pensé, je vous conseille de rester attentif quelques instants. Mais tout d'abord, faisons un petit résumé de l'histoire pour se la remettre en mémoire. Peter Pan, un enfant vivant au pays imaginaire, décide de venir rechercher son ombre oubliée dans une maison de Londres. Il finit par la retrouver, mais son ombre fait un raffut tel que Wendy, la fille vivant dans cette maison, se réveille. Une fois réveillée, elle décide de recoudre son ombre à Peter, et en profite pour lui expliquer qu'elle ne souhaite pas grandir. Peter lui propose alors de la suivre au pays imaginaire, un endroit dans lequel personne ne grandit. Wendy décide de l'accompagner avec ses frères qui se sont réveillés peu après elle. Une fois arrivés au pays imaginaire, ils font la rencontre de plusieurs autres enfants qui ne grandissent pas, et de pirates qui eux sont adultes, et d'un pirate en particulier nommé Capitaine Crochet, car il ne possède plus de main gauche mais a un crochet à la place. Ce qui est important de savoir vis-à-vis du Capitaine Crochet, c'est qu'il n'a peur que d'une seule chose. Un crocodile qui a avalé un réveil et fait un bruit de tic-tac incessant et qui le poursuit sans arrêt. Le reste de l'histoire, vous devez sûrement le connaître. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, on n'en aura pas besoin pour ce que je vais vous expliquer. Car juste avec ce que je viens de vous dire, même si vous n'avez jamais lu l'œuvre originale et que vous n'avez jamais regardé le Disney, et que vous avez fait un petit peu attention à ce que je viens de dire, vous aurez facilement compris que le thème principal de cette œuvre est le temps qui passe et la peur de la mort.
Que ce soit Wendy qui explique qu'elle ne veut pas grandir, ou Peter Pan qui ne veut pas quitter le pays imaginaire pour ne pas vieillir, il est assez simple d'en déduire qu'ils ont peur du temps qui passe, tout comme le capitaine Crochet, qui n'a peur que du crocodile qui fait le bruit d'une horloge et qui lui rappelle sans cesse le temps qui passe, et nous fait comprendre que c'est de ça que le capitaine Crochet a réellement peur. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, ainsi que les liens des sources que j'ai utilisées pour cet épisode. Je voulais encore une fois remercier Mister Yéyé de m'avoir laissé le droit d'utiliser sa musique pour mon intro, et Stormy qui est à l'origine de la nouvelle musique que vous entendrez en outro. Et bien sûr, je voulais vous remercier, vous qui êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible et vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.